Bonjour Kémy Séba. Bonjour à vous. Quel est votre problème exactement avec la France? Je n'ai aucun problème avec la France et je n'ai aucun problème avec les Français. Mon problème n'est pas le français moyen. On a un certain nombre de partisans et de sympathisants parmi les Gilets jaunes, parmi le prolétariat français, et j'insiste dessus. Mon problème est avec l'oligarchie française qui asphyxie son propre peuple, qui asphyxie nos peuples dans les territoires appelés de manière néocoloniale d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, la Kanaki, dans un autre ordre d'idées, d'accord, et en Afrique, entre guillemets dite francophone. Pensez-vous alors que c'est la Russie qui viendra régler les problèmes de l'Afrique? Certainement pas. Le messie de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même et l'Africaine elle-même. C'est mon message, ça a toujours été mon message. J'ai commencé l'activisme politique en 1999. À l'époque, la Russie, je pense, avait d'autres préoccupations de savoir où se trouvait l'Afrique, entre guillemets, dite francophone en tant que telle. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un discours de rupture vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, on cherche à vous placer dans un cadre de tutorat, de mise en tutelle par justement l'élite russe. Ce n'est pas notre discours. Maintenant, nous prenons la multipolarité. Je ne mets pas mes œufs dans le même panier et je pars d'un principe très simple qui est que, pour moi, la plus grande alliance que l'Africain doit faire, c'est l'alliance avec ses semblables. Est-ce que vous faites allusion à la CEDEAO? La CEDEAO, aujourd'hui, a trahi sa mission, de manière factuelle. C'était censé être une CEDEAO des peuples, c'est devenu une CEDEAO des élites qui sont capables de sanctionner des dirigeants qui veulent la véritable unité et qui veulent la véritable souveraineté. Et on l'a vu. Et la crise de désamour historique que la CEDEAO a connue est due au fait qu'elle s'est soumise aux intérêts français par rapport à ce que Macron préconisait, plutôt que de se soumettre à la volonté des peuples. Nous avons réussi, en mobilisant les masses, à empêcher la guerre contre le Niger. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le peuple au Niger, qui est un peuple historiquement brave et extraordinaire, associé aux jeunesses d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest, on a empêché une guerre qui allait être une guerre dramatique, catastrophique. Et de ce fait, aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus de crédibilité auprès des populations. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on crée une nouvelle structure sous-régionale, qui soit une structure sous-régionale qui prône l'autodétermination, qui prône la souveraineté réelle et non pas une souveraineté bradée. Dans ce cas, est-ce que le problème, le véritable problème, est-ce les pays occidentaux ou les dirigeants africains? C'est les deux facettes d'une même pièce. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Cela signifie que si aujourd'hui l'oligarchie occidentale réussit à nous piller, c'est parce qu'on a à la tête de nos États des gens qui sont censés être nos toits, mais qui sont en réalité des toits troués et qui laissent la pluie descendre sur nous, très clairement. Ils étaient censés nous protéger, mais ce sont aujourd'hui, pour beaucoup de dirigeants, des passoires qui laissent notre peuple être asphyxié. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et c'est aussi pour ça que notre discours peut-être dérange certains dirigeants. Moi, je n'ai aucun problème à titre personnel avec certains dirigeants africains, avec les dirigeants africains. Ils ont l'âge pour la plupart d'être mes pairs. Mais notre problème, c'est qu'ils trahissent leurs fonctions. Ils n'accomplissent pas leur mission. Et ils sont beaucoup plus en train de servir des intérêts extérieurs plutôt que les intérêts de leur population. Et c'est quelque chose qui doit changer. C'est le travail qu'on effectue de la base jusqu'au sommet. Venons-en maintenant à votre titre de conseil spécial du président de la transition, Tiani. Beaucoup étaient surpris de voir sur les réseaux sociaux cette annonce. En quoi consiste réellement votre titre de conseil spécial? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il est important de faire une mise en contexte. Ce qui s'est passé, c'est que cette année, on a effectué une tournée qui a profondément dérangé l'oligarchie française. Et cette tournée fait suite à ce processus justement de défense de la souveraineté nigérienne qui a eu lieu l'année dernière. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui qu'on est dans une démarche, puisque ça a été fêté par le CNSP, les 1 an du CNSP qui constitue à mon sens une année historique dans ce 21e siècle, dans le cadre de la souveraineté des peuples africains, de la volonté des peuples de décider de leur propre destinée. On a effectué l'année dernière des mobilisations de masse à Niamey et on a sensibilisé de manière historique, en battant même des records d'audience sur les réseaux sociaux, les populations africaines pour que celles-ci puissent défendre la souveraineté du Niger et défendre le CNSP. Suite à cela, les autorités françaises ont considéré que la démarche qui était la mienne était une démarche profondément dangereuse. Parce qu'on avait, de manière matérialisée, en dehors déjà de la lutte contre le franc CFA, on avait bousculé énormément l'oligarchie française. On avait maintenant carrément une capacité de mobiliser l'opinion publique africaine, d'accord, pour protéger un État qui était en tension et en scansion politique
avec le gouvernement français. Et donc, ils ont engagé une procédure. Il y a un des membres de l'administration française qui a demandé à ce que je sois, quelques jours après la manifestation historique qu'on a effectuée à Niamey, que je sois déchu de la nationalité française. Cette procédure a pris le temps que ça devait prendre. Ça, c'est important ce que je vous dis, parce que ça n'a jamais été dit à l'extérieur. D'accord ? L'avocat Juan Branco l'a dit peut-être, mais moi, je ne l'ai jamais rendu public. Cette procédure-là, c'était en gros me dire, si je me tiens tranquille, le Conseil d'État avait toutes les chances de me laisser la nationalité. J'ai dit, je ne veux pas faire ça. Parce que c'est un signal qu'on lance à tous les Africains de la diaspora, de leur dire, si vous ouvrez la bouche pour défendre les intérêts de votre peuple, on vous sanctionnera. Comme au temps de la plantation, de l'esclavage, où dès qu'il y avait un esclave rebelle, on le fouettait, on le brutalisait et on l'empêchait d'interagir, d'agir, de penser. J'ai dit, je vais donner un autre signal. Les esclaves rebelles, qu'est-ce qu'ils faisaient pour contester l'hégémonie du maître esclavagiste? Ils brûlaient la plantation. J'ai organisé une conférence de presse devant toute la presse internationale. J'ai brûlé ce passeport en disant que le passeport n'est pas un os que l'on donne aux Noirs comme si les Noirs étaient des chiens. Et que nous, ce que nous voulons, c'est le respect. Et si être respecté, ça signifie que vous devez nous retirer la nationalité, je préfère ne pas le garder. Suite à cela, l'information a tourné un peu partout dans le monde. Et le président Tiani a reçu cette information. Depuis le départ, il m'a dit que le combat que je mène est un combat qui inspire plusieurs générations, qui inspire des aînés, qui inspire des jeunes. Et c'est un combat qui s'inscrit dans une dynamique historique et qu'il faut persévérer. Et dès qu'il m'a vu brûler le passeport, il a été profondément touché. Et sa démarche a été de dire, la France veut sanctionner quelqu'un qui se bat pour la dignité des Africains. Eh bien, ce que le gouvernement néocolonial français peut sanctionner, comme ils ont essayé de nous sanctionner, nous autres Nigériens, nous-mêmes, nous allons le valoriser. Eh bien, il a dit, on va donner le passeport diplomatique à Kémy Séba. Et c'est dans ce cadre-là, donc, qu'il m'a octroyé le passeport diplomatique, accompagné du titre de conseiller spécial du chef de l'État. Il est important de préciser que il m'a confié la mission de sensibiliser la jeunesse africaine sur la nécessité de s'engager économiquement, financièrement, logistiquement pour soutenir les pays qui veulent la souveraineté. J'ai organisé une conférence de presse devant toute la presse internationale. J'ai brûlé ce passeport en disant que le passeport n'est pas un os que l'on donne aux Noirs comme si les Noirs étaient des chiens. Et que nous, ce que nous voulons, c'est le respect. Et si être respecté, ça signifie que vous devez nous retirer la nationalité, je préfère ne pas le garder. Suite à cela, l'information a tourné un peu partout dans le monde. Et le président Tiani a reçu cette information. Depuis le départ, il m'a dit que le combat que je mène est un combat qui inspire plusieurs générations, qui inspire des aînés, qui inspire des jeunes. Et c'est un combat qui s'inscrit dans une dynamique historique et qu'il faut persévérer. Et dès qu'il m'a vu brûler le passeport, il a été profondément touché. Et sa démarche a été de dire, la France veut sanctionner quelqu'un qui se bat pour la dignité des Africains. Eh bien, ce que le gouvernement néocolonial français peut sanctionner, comme ils ont essayé de nous sanctionner, nous autres Nigériens, nous-mêmes, nous allons le valoriser. Eh bien, il a dit, on va donner le passeport diplomatique à Kémy Séba. Et c'est dans ce cadre-là, donc, qu'il m'a octroyé le passeport diplomatique, accompagné du titre de conseiller spécial du chef de l'État. Il est important de préciser que il m'a confié la mission de sensibiliser la jeunesse africaine sur la nécessité de s'engager économiquement, financièrement, logistiquement pour soutenir les pays qui veulent la souveraineté. Il était question maintenant d'envoyer un signal aux nôtres, qui était, vous voyez, à travers cette menace de retrait de la nationalité, il y a cette volonté sous-jacente de vous dire, chers Africains, si vous ouvrez vos bouches, on va vous fouetter comme on le fait depuis l'époque de l'esclavage, puis de la colonisation, et aujourd'hui de la néocolonisation. Mais je ne l'ai pas fait en me disant, ah, parce que je critique le gouvernement français, je ne peux pas garder la nationalité. Pour moi, je pense qu'intellectuellement, c'est une bêtise abyssale que de penser comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant d'un gouvernement que vous devez retirer la nationalité. Sinon, Jean-Luc Mélenchon, opposant numéro 1 de la politique française, il devrait brûler son passeport. Est-ce qu'il va le faire? Ne soyons pas stupides. Et je pense qu'il est important dans l'opinion publique en Afrique qu'on élève la réflexion. Néanmoins, je dois reconnaître que cette affaire de sanctions françaises n'a fait que me faire grandir. J'ai perdu la nationalité devenant 100% entre guillemets africain, d'accord, avec en plus maintenant le statut diplomatique de conseiller spécial du chef de l'État. J'ai gagné sur toute la ligne. Kémy Séba,
Beaucoup pensent que vous êtes un businessman du panafricanisme. Oui, dites-nous. Vous savez, Vous êtes... quand on était dans la difficulté, ils disaient, mais eux ils croient que quoi? Ils croient qu'on a le temps de parler du panafricanisme. Et on va vous montrer que ce combat que l'on mène ne nous empêche pas de trouver les fonds là où il le faut pour avancer. Parce qu'on dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais si tu n'en as pas, ça peut devenir la guerre des nerfs. On devrait nous féliciter d'avoir l'intelligence de pouvoir trouver les fonds pour mener notre combat politique. Mais je mène ce combat politique depuis 1999. Il y a des rapports tels que ceux de l'école de guerre ou de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui est l'un des plus célèbres instituts de géopolitique en France, qui vous disent que Kémy Séba mène ce combat depuis 1999. Je n'avais rien. C'était que ces dernières années qu'on dit que Kémy Séba a réussi à trouver les fonds. Je pense que les gens doivent faire preuve d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de combat qui se mène sans fonds. Et nous, on ne vole pas, contrairement à certains dirigeants qui sont à la tête de nos États, qui s'accaparent toutes les ressources de l'État. Nous, on fait parler notre cerveau. On fait de la géostratégie. On va à 4 coins du monde. Aujourd'hui, j'ai une audience internationale. Je suis suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne qu'il y a différentes nations ou différents opérateurs économiques africains, important de le préciser, qui se disent que parfois on peut avoir les mêmes adversaires par rapport à des multinationales occidentales, par rapport à des entreprises occidentales, et qui se disent qu'avec la portée qui est la mienne, c'est important d'accompagner le travail politique que je mène et que mène mon ONG, parce qu'en ce faisant, on fera reculer les ennemis que l'on a en commun. Si certains disent que c'est cela être du business, ils peuvent le dire. Tous les États qui sont opposés à l'impérialisme occidental, on va les voir. On va chercher des fonds partout. Vous me voyez faire le tour du monde, un homme qui a un projet. Le plus important, c'est de monter le projet. Que le projet maintenant soit crédible, soit efficient. Moi, mon projet, c'est de chasser le néocolonialisme. C'est de m'opposer à l'impérialisme occidental. Le vivier de l'impérialisme occidental, c'est le continent africain, aujourd'hui. Le vivier de l'impérialisme occidental, c'est le continent africain. Beaucoup d'entités dans le monde, que ce soit des opérateurs économiques africains, qui sont nombreux, qui soutiennent notre organisation, que ce soit des États qui sont opposés à l'hégémonie occidentale dans le sud global, beaucoup estiment qu'il faut faire reculer l'oligarchie occidentale et ses multinationales sur le continent africain. Et c'est chez ces derniers que nous obtenons justement des financements dans le cadre de nos activités. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que quand ce sont des mouvements citoyens financés par l'Occident, jamais on ne les interroge pour savoir où est-ce qu'ils obtiennent leurs fonds. Parce que quand c'est les Occidentaux qui financent, c'est normal. Mais quand maintenant ce sont des gens qui sont opposés à l'impérialisme occidental, on dit « Oh, où est-ce qu'ils trouvent leurs fonds ?» Nous nous disons une chose simple. Quand le colon occidental finance, c'est la norme pour beaucoup. Mais quand certains résistent à ce colon occidental et cherchent des financements, ça devient normal, ça devient un bug dans la matrice. Je suis fier d'être un bug dans la matrice, et je le dis et je le répète, nous continuerons à chercher et à récupérer les fonds jusqu'à ce qu'on soit au sommet de la pyramide pour élever notre population et faire un point de bascule par rapport à la situation que vit notre population. Est-ce que Stélio, Gilles Robert Kapo-Chichi, a des ambitions politiques? Je mène déjà un combat politique depuis 25 ans. Si votre question est plutôt, je me permets de la reformuler en vous taquinant, est plutôt, avez-vous des ambitions de politique institutionnelle? Je dis que tôt ou tard, très clairement, je serai et nous serons dans la sphère institutionnelle politique en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. Ça va venir. Kémy Séba, merci. C'est moi qui vous remercie.